Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Alors bonjour Anne, bienvenue dans le podcast Yes We Care. Je suis hyper excitée de t'avoir parmi nous. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, juste une petite intro pour commencer. Donc, tu es la directrice prospective et nouveaux concepts chez Danone. Tu es la créatrice du programme de leadership pour les femmes Eve, du programme dédié aux transformations Octave. Tu as lancé des produits innovants comme les 2 vaches. Alors, la crème de jour Evian que moi j'ai acheté quand j'étais jeune, adolescente, donc ça me parle. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'en fait, Anne, je t'aime depuis longtemps. Non. Voilà. Parce que tu as été l'impossible pour moi. Je t'ai découverte dans un article de management quand j'étais salariée chez AXA et que je tentais de faire bouger les lignes et j'avais le sentiment que c'était impossible. Et quand j'ai découvert ce poste que tu avais créé, ça m'a fascinée, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de t'avoir après tout ce temps parce que moi entre deux j'ai monté une start-up, etc. Et toi t'es encore là-bas et donc c'est ça qui me passionnait de savoir tout ton chemin et comment tu fais pour avoir tant d'idées. Voilà, tu vas nous raconter tout ça. Mais dans un premier temps, est-ce que tu accepterais de nous partager ton parcours, nous expliquer comment tu es arrivée chez Danone voilà. Eh bien, quelle déclaration, merci beaucoup. Pardon. Ouais. Moi, je pense que je vais venir tous les jours, c'est bien, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Alors, l'idée vient en fait de Franck Ribou, qui était le précédent PDG de Danone. Et j'ai travaillé en agence de publicité où je dirigeais le planning stratégique d'une agence qui n'existe plus, qui s'appelait CLM BBDO. Avec effectivement à sa tête aussi un personnage tellement inspirant qui s'appelait Philippe Michel, et qui est décédé. Et donc un jour, quelqu'un dit à Franck, ça serait bien qu'un grand patron d'entreprise ait à ses côtés un planeur stratégique, c'est-à-dire, donc c'est la fonction que j'occupais en agence, quelqu'un qui va réfléchir au marché, aux marques, au monde, non pas en fonction de son propre parcours de carrière, mais plutôt en fonction de ce qui pourrait faire avancer une entreprise à l'intérieur de son marché. C'est drôle cette remarque, pas en fonction de son propre parcours, peut-être sa progression perso, mais en fonction du marché. C'est ce qu'on attend de tout le monde, en fait, à la base. Oui, c'est vrai. Mais souvent, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus animée par l'impact que je pouvais avoir sur les choses que sur mon propre parcours de carrière, parce qu'on peut considérer que finalement, je n'ai jamais bougé de ce que je suis venue faire il y a une vingtaine d'années chez Danone, à part que comme les projets sont sans arrêt différents, moi j'ai l'impression d'avoir bougé, mais c'était pas ce que je mettais en avant. Et du coup, c'est vrai que ça enlève un peu la peur aussi, parce que je n'ai pas peur d'échouer puisque je ne suis pas mon sujet. Mon sujet, c'est de faire des choses qui me plaisent, qui me font rire, qui m'animent. Et je vais t'expliquer pourquoi, c'est important ça, et qui ont un impact donc non seulement sur le business, puisque je suis quand même employée de Danone, mais aussi sur les gens. Donc pour en revenir à cette idée-là, ce qui est assez étonnant, c'est la posture dans laquelle Franck Ribou m'a placée, et qui est probablement la raison de ma longévité dans cette entreprise, c'est que donc il s'est intéressé à ce profil, à avoir à ses côtés quelqu'un qui est une sorte d'électron libre, puisque c'est comme ça qu'ils m'ont baptisé dans la hiérarchie. Et la définition de mon poste, c'est que je suis chargée d'inventer toute nouvelle idée susceptible de faire bouger le groupe ou ses marques, que ce soit en termes marketing, RH, social ou sociétal. C'est ça que je trouve le plus fou. En fait. Ah ouais, le monde est vaste. Non, mais c'est surtout, ça qui est dingue, quoi. Mais c'est pas ça le plus fou. Le plus fou, c'est quand il rajoute et vous n'aurez ni équipe ni argent. Ouais. Ok, donc le rêve pour toute entreprise. La frugalité. Quelqu'un qui accepte une définition aussi large avec un scope. Non, pas d'équipe, pas d'argent. Ah ouais. Au départ. D'accord. C'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que je vienne me substituer aux équipes en place.
mais qu'au contraire, j'amène quelque chose de nouveau. Or, si j'avais eu des équipes et de l'argent, bah, je ferais comme tout le monde, c'est-à-dire que je délèguerais, je ferais intervenir d'autres boîtes, alors que là, il m'a volontairement positionné, placé dans une position d'inconfort, qui fait que j'ai dû m'arracher à chaque fois. Je dois m'arracher à chaque fois pour trouver des idées. Et finalement, c'est génial parce que d'une part, donc je cherche des idées j'ai développé beaucoup d'empathie, de capacité d'observation, de sérendipité, cette capacité à prendre des choses au hasard, à les engranger, puis à tout à coup à les connecter avec des choses. Et en fait, c'est aussi, chaque fois que j'ai une idée, c'est un vrai torture test. C'est-à-dire que, comme je dois convaincre des gens quand même de mettre de l'argent dessus, parce qu'il faut bien que ça existe, et des gens de m'accompagner, si j'arrive à convaincre personne, c'est que l'idée, elle n'est pas bonne. Donc, c'est pas la peine d'y passer trop de temps. Soit elle n'est pas bonne, soit elle n'est pas suffisamment importante pour moi pour que je sois prête à déplacer des montagnes pour la faire exister. Donc, c'est formidable. Je ne perds pas trop de temps sur des choses qui, finalement, n'ont pas d'intérêt, soit pour les autres, soit pour moi. Comme je disais, on en parlait un peu en off juste avant, moi ça m'avait beaucoup touchée parce que donc j'ai été une sorte d'intrapreneur avant qu'on utilise ce mot-là, avec pareil aucun moyen et un travail à plein temps à côté. Et j'ai trouvé ça vraiment très difficile à vivre parce que il y avait beaucoup de jalousie, il y avait beaucoup de barrières. Alors ça me faisait pas peur, hein. J'ai réussi à pitcher, j'ai réussi à faire en sorte que mon projet d'ailleurs prenne vie, et il est encore en vie d'ailleurs dans une filiale d'AXA. Donc pour ceux qui savent pas, j'avais créé en fait un logiciel de reconnaissance entre collègues basé sur les soft skills. Donc une innovation RH, ce que je trouve encore plus dur parce qu'on touche à une fonction qui a beaucoup de pouvoir en interne. Qui est complexe à bouger parce qu'on peut craindre la révolution interne dès qu'on touche à du salaire, à des statuts, etc. Et c'est ça qui me fascinait, c'est tu es vraiment une entrepreneuse. Enfin, quand j'entends ce que tu fais, c'est que tu passes ton temps à lever des fonds, à convaincre des gens. C'est exactement le travail d'un entrepreneur. Et en plus, tu le fais plein de fois. Comment tu fais pour ne pas t'épuiser? Et comment tu fais pour réussir à bouger ces lignes, justement? Alors, d'abord, j'ai deux casquettes. Il y en a une qui est j'aide mes camarades quand ils sont bloqués sur un sujet. Et là, je peux venir une matinée, une journée, une semaine, un an. Et parce que j'ai un point de vue toujours un peu alternatif, un peu différent. Et des fois, ça débloque. Donc, je suis aussi connue pour ça. Donc, du coup, il y a quand même une coordination, une solidarité qui s'opère. Et mon deuxième sujet, c'est effectivement de développer des projets en propre. Mais comme c'est ça que je trouve intéressant, c'est que je suis pas, comme j'ai pas d'équipe et que je dois convaincre des gens en interne, eh ben, ils vont m'aider à ce que ce projet existe, puisqu'ils sont convaincus. Ils auront envie de m'accompagner. Et aussi parce que je suis parfaitement incomplète. C'est-à-dire que assez tôt, j'ai décidé d'hypertrophier le cerveau droit, donc le côté créatif, et de laisser tomber complètement le cerveau gauche. Ce qui laisse beaucoup de place à plein de gens pour m'accompagner, pour venir compléter. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que tous mes projets, en fait, je les fais à deux. Y a le programme Eve, donc voilà, tu as interrogé Muriel, mais il y a aussi Christine, avec qui j'ai créé le programme Eve et le programme Octave depuis le début. J'ai Nathalie pour créer Les Deux Vaches. Et ce sont des personnes qui venaient de quel secteur du coup Alors Christine, elle était à l'extérieur, mais en ce qui concerne Les Deux Vaches, Nathalie, elle était en charge justement de développer, de réfléchir à tout ce qui était plus authentique, plus racine. Donc on a développé le bio ensemble. Donc dans ces cas-là, elle vient te chercher? Ou c'est toi qui vas la voir? Alors ça dépend. Là, oui, ouais. Là c'est plutôt elle, l'équipe qui travaillait sur ce sujet qui est venue me chercher, oui. D'accord. Et puis après, comme j'ai tiré le fil et eu l'idée, parce que aussi avoir une idée, j'arrive toujours avec une idée très dessinée. Parce que je sais que si j'arrive juste avec une idée, par exemple j'ai une idée d'un cheval, tout le monde va vouloir ajouter un truc, à la fin je ressors avec un chameau, je ne sais même plus ce que je t'ai venu voir. Donc quand je veux développer une idée, j'arrive, c'est déjà très dessiné.
Si pour prendre une métaphore, j'arrive avec un bébé, je sais déjà quelle est sa couleur d'yeux, sa couleur de peau, sa couleur de cheveux. Et par contre, je dis voilà, ce bébé, voilà le projet derrière ce bébé, ce qu'il va devenir, voilà où il va aller. Mais j'ai besoin de vous pour lui acheter des habits, pour faire sa chambre, pour faire la décoration de la chambre, et pour m'aider à le faire grandir. Parce que justement, j'avais une question à ce sujet. Pour moi, c'est un peu tout l'inverse de ce qu'on nous apprend sur la gestion du changement et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que on nous demande à chaque fois pour embarquer, de permettre à chacun d'apporter sa touche, de faire des compromis pour pouvoir avancer ensemble avec les parties prenantes, etc. Et c'est ça que j'adore, c'est que toi, t'es dans... Alors non, pas du tout, je ne ferai pas de compromis, moi c'est comme ça, avec ou sans toi, quoi. Et c'est un peu l'inverse de ce qu'on nous apprend, en fait. Surtout qu'en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence collective, etc. Oui. Et après, il faut se connaître. Moi, en fait, ça saute pas aux yeux, mais je suis introvertie. Ça veut dire que, selon le MBTI, l'introversion, c'est d'où tu sors ton énergie, ou l'extraversion, tu la sors des autres, ou l'introversion, tu la sors de toi. Donc moi, j'ai besoin d'être toute seule et effectivement de bien dessiner. Après, évidemment, une fois que je sais quel est mon cap, que je sais là où je veux aller, quelle route prendre, etc., tout s'ouvre. Mais oui, le cœur est extrêmement précis. Et il est toujours en plus lié entre ce que je capte dans l'air du temps, ce qui vient se pluguer aux gènes de Danone et ce qui est important pour moi. D'où la congruence des projets. Ève, par exemple, quand Franck Ribou et Muriel Pénicaud ont demandé de créer un programme pour aider les femmes à progresser en entreprise, moi j'ai dit non. J'ai dit moi ça m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi je suis pas la RH. Mais c'est ça, c'est fou que ce soit toi qui ait pu prendre oui, la chose. Oui, je suis pas la RH. Moi je suis pas particulièrement féministe et en plus j'ai horreur d'organiser les choses. Donc merci bien, mais non. Et là Franck m'a dit mais si, mais si, ça m'intéresse de voir ce que vous allez en faire. Moi, j'ai dit, j'ai intérêt de transformer le sujet de manière à ce que ça devienne mon bébé, parce que sinon, je ne vais pas être capable de porter ça. Alors, évidemment, Muriel m'aidait, ouvrait les portes d'autres entreprises, etc. Mais dans la production, dans la création, il fallait que je sois intéressée par ce que j'allais faire. Du coup, je me suis dit, OK, les hommes, les femmes, ça ne m'intéresse pas particulièrement. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient alignés avec qui ils sont. Et c'est là que j'ai déroulé le fil. Je me suis dit, mais au fond, moi, la personne qui m'a le plus mal reçue quand je suis arrivée chez Danone, c'était une femme. Parce qu'elle s'est dit, mais moi, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour en arriver là où je suis. Et là, la petite, elle arrive de l'extérieur, pof, elle reporte au président, trop facile. Bon. Et puis, je voyais d'autres femmes qui disaient, mais je ne comprends pas qu'on ne m'ait pas proposé ce job alors qu'il était fait pour moi. Et quand on lui dit, mais tu l'as demandé? Non, mais quand même, avec tout ce que je fais, ça aurait dû être vu. Et tout à coup, voilà, en cheminant, je me suis dit, mais en fait, c'est une très bonne nouvelle. Nous ne sommes pas des victimes, nous faisons partie de la solution. Nous sommes co-responsables de l'existence du plafond de verre. Parce qu'on ne sait pas assez ce qu'on veut et que si on le sait, on ne le demande pas assez. Et c'est là qu'est devenu le « oser être soi ». Et Muriel a rajouté pour pouvoir agir, parce qu'il faut que ce soit en fait des individus forts au service d'un collectif fort. C'est comme ça que ça s'est monté. Et là, moi, ça m'a passionnée, parce que mon job, c'est là où finalement, on a été les premiers à développer du soft skills, du savoir-être, alors qu'on envoyait les gens se former à du savoir-faire. Et c'était passionnant. Mais alors après, avec Christine, on a monté cet événement. Moi, on n'avait jamais monté un événement de notre vie. Mais à chaque fois, on y met d'une autre. Et en plus, Christine, comme toutes les autres, elles sont toutes très différentes de moi. Donc, on est assez complet finalement. Et je trouvais ça... Bon, moi, il y a plein de choses que j'adore. La co-responsabilité. Enfin, on n'est pas des victimes. Enfin, ça, c'est je trouve, très... rafraîchissant. Et ce qui me plaît, c'est que justement, tu as apporté ta touche un peu business aussi. Enfin, je trouve qu'il y a un côté où, déjà, il y a beaucoup d'inspiration. Alors, j'ai jamais assisté à un programme, j'en rêve, mais quand j'étais chaque fois, je voyais ça de loin, je me disais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça, quoi. Et en fait, c'est jamais des leçons, quoi. C'est de l'inspiration. On prend ce qu'il y a à prendre, si on est prêt à le prendre, etc. Oui, c'est ça. Et après, tu l'as ouvert. Donc, moi, j'aime bien parce qu'en plus, tu te dis, bon, ça peut aussi être un petit business, quoi. Enfin... Alors ça, c'est Franck, pour le coup, qui, dès le départ, nous a dit... mettez-vous avec d'autres entreprises pour être plus fort et faire bouger les choses. Parce qu'on n'allait pas changer la place des femmes juste entre nous, chez Danone. Et donc, dès le départ, ça a été de l'open innovation avant l'heure, quand même. Ouais, non, c'est super, assez évident, ouais.
Et Non, mais parce que oui, donc on n'imagine pas, mais le niveau d'entre-soi qu'il peut y avoir dans les grands groupes. c'est vrai. C'est parce que moi, j'ai été dedans et on est très fiers, quoi, de dire nous, on est les premiers à faire ça. Ouais. Il y a pas forcément cette culture de partage, de se dire on va être plus fort ensemble. Hein. Mais c'est une des forces du programme EVE, hein, pour le coup, c'est de se retrouver avec plein d'autres. On est une quarantaine d'entreprises partenaires maintenant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est donc une initiative de Danone, mais c'est L'Oréal qui nous a demandé de le créer pour l'Asie. Et puis L'Oréal et Orange et Danone qui nous ont demandé de le créer pour l'Afrique. C'est ça, ouais. Et puis maintenant, de nouveau sous l'impulsion de L'Oréal et vraiment et Danone qui est tout à fait volontaire aussi, on va le créer pour l'Amérique latine. Ah, c'est génial. Et puis après, il y a des fils. Dans la foulée, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui auraient besoin d'aide en entreprise? Et là, je suis tombée sur les vieux, sachant qu'à partir de 45 ans, si on n'est pas déjà à un bon niveau, il n'y a plus personne qui mise sur vous. Puis je me suis dit, ça m'embête de présenter toujours les vieux comme un problème. Au fond, les jeunes, eux, ils sont un peu serrés aux entournures. On leur dit, fais déjà ce que tu as à faire, puis on verra après. Et puis la génération du milieu, elle est écartelée entre des comportements hérités des baby-boomers et des pratiques empruntées à la Gen Y, Gen Z, etc. Enfin, parce que je parle de Gen Y, parce qu'à l'époque, donc, j'ai créé le programme Octave, cette fois. Donc, Ève, c'est parce que ça se passe à Évian. Donc du leadership féminin interentreprise. Et Octave, l'idée, c'est que l'entreprise serait comme un piano sur lequel on ne jouerait que sur les deux octaves centrales, la génération traditionnellement au pouvoir entre 30 et 50 ans, négligeant les octaves graves et les plus âgées, les octaves aiguës les plus jeunes. Et donc 2012, on se lance sur le programme Octave et rapidement, je me suis dit, mais le sujet, c'est pas que les générations, le sujet, c'est l'impact des nouvelles technologies, du digital, sur le rapport au travail, au temps, au pouvoir, etc. Et puis, pour faire une longue histoire courte, le Covid passe dessus, on arrête de dire qu'il y a les digital natives et les digital migrants qui parlent Internet avec un accent. On est tous maintenant à la même enseigne. Et Octave, il change tout le temps. Autant Ève, il est vraiment centré sur le oser être soi pour pouvoir agir. Octave, il a les doigts dans la prise du monde qui change. Ce qui fait que tous les ans, on raconte tout ce qui est en train d'évoluer. Et du coup, le motto, c'est oser être soi, un peu sous-entendu, quel que soit son âge, et être acteur dans un monde qui change. Parce qu'au fond, tous, quelle que soit notre génération, on est en quête de sens, de plaisir, d'intérêt dans notre boulot, de reconnaissance, etc. Et au fond, un vieux, c'est qui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'arrive plus à s'adapter au monde qui change, qui ne comprend plus. Donc, si tu donnes des clés de compréhension de ce monde en permanence et que tu donnes des clés pour t'y adapter, alors, quel que soit ton âge, tu peux continuer à agir. C'est ça le propos d'Octave. Autant Ève est centripète, je pars de moi vers le monde, Octave raconte le monde et tu reviens vers toi. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné naissance à un nouveau phénomène tendance dont tu peux nous parler, les nolds. Oui, c'est ça, en observant Octave, je me suis dit, mais au fond... finalement, j'avais eu l'intuition qu'il y a toute une génération invisible à laquelle personne ne parle, qui se retrouve ni chez les jeunes, ni chez les vieux. Or, comme je le disais dans nos boîtes, et où la société, très rapidement, à partir de 45 ans, on te catalogue chez les vieux. Or, il y a donc toute une génération de gens qui se sentent trop vieux pour être jeunes, mais trop jeunes pour être vieux, qui sont toujours dans le mouvement, et donc à qui personne ne parle. Donc là, je me suis dit, mais j'ai envie de voir si cette intuition est juste, et s'il y a vraiment cette génération. Et donc, avec Charlotte, cette fois, qui m'a rejoint, on s'est lancé sur les réseaux sociaux. Et surtout, première étape, on s'est dit, on va se doter d'un nom, Nold pour Never Old, d'un nom qui soit par choix et pas par défaut. Par défaut, on nous appelle vieux ou pudiquement senior. C'est rarement un compliment, donc on a décidé de se doter d'un nom qui soit désirable et on reçoit des tonnes de messages disant « Thank God I'm Nold ». Et la deuxième chose, de lutter contre l'agisme ordinaire. Alors, c'est quoi l'agisme ordinaire? C'est ces attitudes un petit peu que tu as sans y penser, que la société te renvoie, qui te catalogue assez vite chez les vieux. Et c'est ce regard que du coup tu vas internaliser aussi et te comporter aussi du coup un peu comme un vieux. Or, l'âge, on le sait très bien, c'est pas seulement une question d'état civil, c'est une question d'état d'esprit. Et au fond,
tant que tu comprends le monde qui change, tu peux continuer, comme je disais, à produire. Tant que tu te passionnes pour les choses, tu es passionnant. Tant que tu as de l'intérêt, tu es intéressant. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment... Il peut y avoir des jeunes vieux, des vieux jeunes. Et surtout, donc, on a comme objectif même de mettre Nolde dans le dictionnaire. Parce que les sociologues, en fait, nous disent... Mais c'est un impensé sociologique. On est passé à côté de cette génération. Or, cette génération, elle est passionnante. C'est une génération de transition. Aujourd'hui, ce qui fait notre socle commun, c'est les années 80. Les années 80, c'est le moment où les Noldes étaient soit jeunes, enfants, soit ados, soit jeunes adultes. Et on voit qu'aujourd'hui, les jeunes, les vrais jeunes, c'est la génération Z, a une espèce de nostalgie de ce temps qu'ils n'ont pas connu, parce qu'ils avaient l'impression que tout était plus facile. Donc on est, comme pour reprendre les propos du sociologue Ronan Chastelier, on est au centre du game, nous les Noldes. On a nos références culturelles que les jeunes ont adoptées. Oui. Et au fond, ce qu'on décrit avec ce mouvement Nolde, donc on est sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. On a aussi la Nolde Letter, qui est la newsletter qui déride, où on va approfondir des sujets. Mais tout ce qu'on raconte, c'est comment, en fait, continuer à être en mouvement. Comment anticiper pour être au top de sa forme et aborder la deuxième partie de sa vie dans les meilleures conditions possibles. Et on sait que pour cela... d'abord, on met beaucoup d'autodérision et d'humour, parce que l'humour sauve de tout. Et on a ce rapport à l'âge un petit peu distant. D'ailleurs, c'est amusant, parce qu'il y a des gens qui ont 30 ans et qui disent « Mais est-ce qu'on peut rejoindre votre communauté ?» Parce que pour nous, vieillir, c'était une lente décrépitude. Et en fait, c'est beaucoup plus joyeux et rigolo que ce qu'on imaginait. Donc, dit bah, oui, en fait, tout le monde est bienvenu. Mais vous voyez, il y avait ce besoin de regarder l'âge différemment, d'être beaucoup plus dans la joie. Et aujourd'hui aussi, pourquoi c'est possible ? Parce que si on le veut, on n'est plus jamais déconnecté. Avant, les gens qui partaient à la retraite, c'était terminé. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut continuer à apprendre. On sait que ça, c'est une des clés du bien vieillir. On peut continuer à avoir une vie sociale. Et donc, on pousse notre communauté qui est aujourd'hui assez importante parce qu'elle est de... presque 90 000 sur les réseaux sociaux, mais on touche 1,5 million de gens par mois, parce que maintenant, les gens ne s'abonnent plus, donc on regarde aussi ce qui s'appelle le reach. On a un taux d'interaction, c'est-à-dire de gens qui vont liker, commenter, de 13 à 15%, quand normalement, tu es content quand il y a 1%. C'est-à-dire qu'on active les neurones miroirs, et les gens se disent non, mais vous vivez chez moi ou quoi ? Parce qu'on se dit, au fond, tu es Nolde quand ? Tu es Nolde quand tu commences à te réveiller le matin un petit peu rouillé. Quand tes enfants commencent à partir de la maison, quand le président de la France est plus jeune que toi, quand tu mets 3 jours à te remettre d'une gueule de bois, quand tu te souviens très très bien des paroles de C'est un beau roman de Michel Fugain, mais plus du tout ce que tu es venu faire dans ton frigo. Donc on prend le sujet en se marrant et on identifie que pour continuer à être vraiment... dans le mouvement, dans l'action, dans la vitalité, dans la joie, il faut continuer à entretenir des relations sociales, continuer à faire attention à ce qu'on mange quand même, se bouger, mais pas forcément faire du sport, mais marcher, continuer à apprendre, avoir des projets, avoir des envies, avoir du désir. On a même fait la Nolde Night sous le signe du désir, parce que les gens nous écrivent pour dire on aimerait bien se rencontrer. Sous le signe du désir, tant que tu as des envies, tu es en vie. Et comment tu le traduis en entreprise, ça ? Enfin, parce que je comprends très bien, je trouve ça génial de valoriser, de donner envie aux gens de continuer à avoir envie, de se bouger, etc. Mais il y a cette réalité que tu déclares également. C'est-à-dire que si à 45 ans, on estime que je suis périmée et qu'on ne va pas me proposer un poste de direction, il y a un sujet RH, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous entreprenez, du coup, en interne aussi Octave en est un, de toute façon. Le programme Octave dit... Oui, je reconnais que selon l'âge de mes employés, je ne les traite pas de la même façon. Et je reconnais que c'est une erreur, que je dois jouer sur l'ensemble du piano, sur l'ensemble des octaves. Et en envoyant, parce qu'on demande 25% par décennie, en gros, de gens, en les envoyant, je signale aux plus âgés d'entre mes employés que je compte toujours sur eux. Donc tu parles de effectivement continuer à stimuler des personnes qui sont depuis longtemps. Voilà, avec Octave et avec Nolde aussi, en disant attention,
à nouveau, ça reprend ce que je disais sur Ève au début. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes partie de la solution. C'est-à-dire que si tu te comportes pas comme un vieux, les autres te voient pas comme un vieux non plus. Enfin, je veux dire, il y a une partie de toi. Après, tu fais ce que tu veux. Je veux dire, tout le monde n'est pas obligé d'être dans la production. Il y en a qui ont envie d'être dans la transmission. À nouveau, que ce soit un choix. Voilà, je veux pas qu'on me propose des choses par défaut. Je ne veux pas qu'on me nomme par défaut. Je ne veux pas être définie par mon âge. Je veux continuer à avoir des projets si j'en ai envie. Je veux continuer à les développer si j'en ai envie. Et je mettrai mon énergie au service de ça. Et du coup, les autres, en fait, quand tu as des projets, ça les intéresse à partir du moment où ils sont joyeux, ces projets. Je mets de la joie partout, en fait. Les deux vaches, c'était des... Enfin, c'est toujours, d'ailleurs, les joyeuses militantes d'un monde plus bio. D'un monde plus bio. Ouais. Et Ève, si, c'est pareil. Disons, quand on dit tu n'es pas une victime, tu fais partie de la solution, c'est très joyeux. C'est se dire, Oui, en mais fait, on a tu beaucoup prends, plus de... il y a des sujets qu'on te donne, on va dire, et toi, tu vas chercher à les rendre attrayants, à les mettre en mouvement, et effectivement, toujours à éviter d'avoir ce côté, on s'autoflagelle et on est victime. Oui, parce que et puis avoir le côté problème-solution, tu disais aussi. Un peu classique. Oui, mais parce que la joie est de mon moteur. Hein, j'ai même écrit une old letter là-dessus, dont le titre est Si l'on n'est pas heureux, soyons joyeux. C'est-à-dire que la joie, c'est cette petite étincelle, qui surgit et elle n'empêche pas de dire qu'évidemment, il y a des tas de problèmes. Et justement, il y a tellement de problèmes que pour le coup, mettons de la joie dès qu'on peut, partout où on peut, quoi. Mais tu donnes une partie de ton secret du coup de réussite sur les projets complexes à faire bouger en interne. Ouais. Tu vois, moi je me disais, généralement, ce qu'on fait dans l'entreprise classique, c'est qu'on nomme un directeur de l'innovation. Oui. Et on lui dit, tu vas innover. Et en fait, généralement, il finit formateur en innovation. Enfin, je sais pas si... Je trouve que le nombre de directeurs innovation qui pourraient te dire, voilà ce que j'ai créé, ce que j'ai conçu, enfin, j'imagine que ça se compte un peu sur les doigts d'une main, en fait. Enfin, il y a toute façon d'innover, en fait. C'est juste... oui, mais souvent, on leur met dans un petit carré, quoi. Oui. Si tu veux, tu vas innover là-dessus, mais alors pas trop, là. Tu touches pas la RH, tu touches pas à machin. Ça, ce projet, il est stratégique, donc je trouve qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises, quoi. Qu'est-ce qui fait que toi, ça marche et que la direction d'innovation, elle est toujours un peu... sa place à trouver, je trouve. Et c'est aussi le premier truc qui saute. Enfin, comment tu fais pour résister aux crises ? Et c'est pour ça que je crois que ça a été extrêmement habile, vraiment, de la part de Franck Ribou, au départ, de me donner cette espèce de non-enveloppe en disant pas d'équipe, pas d'argent. C'est-à-dire que je ne coûte pas très cher, au fond. D'ailleurs, j'ai ton appel. Je ne coûte pas assez cher. Non, mais je ne coûte pas très cher, c'est-à-dire... Et comme je suis obligée d'avoir l'adhésion des gens... c'est déjà un énorme pas de fait. Ça veut dire que les gens croient et vont mettre... Et en plus, comme j'ai pas d'équipe, ça veut dire que sur chacun de mes projets qui sont très différents, puisque je te parle de projets marketing, de projets RH et tout, je vais avoir les meilleurs. Je vais avoir ceux qui sont volontaires. Engagés, ouais. Ben oui, ça leur parle. Donc forcément... mais parfois, à titre anecdotique, j'ai aussi amené le skier en France, qui est devenu un gros succès. Et à l'époque, j'ai voulu... voilà, comment j'ai des idées. En fait, c'était en 2016, j'ai mis un certain temps, mais en 2016, j'entends des horreurs sur les migrants, les étrangers, et je me dis, mais je peux plus, moi, de vivre dans ce pays qui se replie comme ça. Enfin, c'est pas tellement amélioré, mais enfin bon. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens soient plus ouverts sur les autres ? Or, tu as peur de l'étranger parce que tu ne le connais pas. Et je travaille chez Danone. Donc, je vais utiliser le yaourt pour raconter des histoires sur les cultures des autres, pour ouvrir les goûts et les esprits. Et je décide de lancer les Danone du monde. Et puis, je regarde, puis là, c'est pareil. Là, je commence à raconter des histoires. Danone France me dit, bon, ça nous intéresse, me permet d'avoir aussi une chef de projet, une équipe, petit à petit, etc. Et je m'aperçois qu'il y a le skier, qui existe en Islande, qui est intéressant parce que bourré de protéines et sans matière grasse. Et puis le Laban du Liban, et puis l'Ayran de Turquie, etc. Et
Et je me dis, voilà, je vais vraiment utiliser cette gamme de yaourts pour ouvrir l'ego et les esprits, raconter des histoires sur les cultures des autres. Ça, je dis ça à ceux que ça intéresse, parce que c'est ça qui a amené le souffle. Et puis, aux gens du business plus terre à terre, ils disaient, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Et je disais, mais non, mais vous vous rendez pas compte, ça va faire des nouvelles occasions de consommation, parce que le lassi, ça accompagne le repas, le laban, on peut faire la cuisine, l'ayran, ça remplace le Hugo Spritz à l'apéritif, parce que, etc., etc. Et puis, quand même, je ramais, hein, parce que j'avoue qu'il y avait un patron des produits laitiers à l'époque qui me disait, mais c'est quoi cette merde? Pardon. Oui, mais en fait, c'est toujours pareil. Est-ce que tu demandes à des gens qui ont leur feuille de route de t'écarter un peu à chaque fois? Donc, ils savent pas si ça va marcher. Ça emmerde tout le monde. Ça emmerde tout le monde, voilà. En plus, effectivement, je appartiens pas ni aux produits laitiers, ni à l'eau et tout, puisque je suis transversale. Bon. Bref, donc, moi, je commence à me recroqueviller un peu et à me dire, mais qu'est-ce que moi je voulais convaincre? J'y arrivais pas et j'y tenais. C'était parce que justement, quelqu'un m'a dit, mais Anne, tu vas pas y laisser ta peau pour un yaourt? J'ai dit, c'est pas un yaourt, c'est une vision du monde. et bref, donc, on me dit de faire des études et je fais des études et ci et ça. Et puis on me dit, ah, mais tu devrais le faire comme ça, le pot. Ben, je fais comme ça, le pot. Et je deviens de plus en plus médiocre. Moi, sans m'en rendre compte. En tout cas, de plus en plus fatiguée, de moins en moins joyeuse, ça c'est sûr. Jusqu'à ce que je reçois le mail de quelqu'un de l'équipe qui me dit, Anne, redeviens celle que tu étais. Redeviens celle qui dit, mais j'en ai rien à foutre, les choses sont comme ça et j'y vais comme ça et je vous rends mon tablier si c'est pas ça et je sais pas quoi. En fait, on t'a fait perdre la flamme parce qu'on a voulu te mettre à chaque fois dans des cases, dans des machins. Oui, parce que personne ne voyait et puis se disait, mais c'est quoi, ça va pas marcher. Toutes les projections étaient... moi, je m'en s'en fous des projections, c'est tellement nouveau que les projections, elles peuvent pas marcher. Mais bon, bref, jusqu'à ce que... à l'époque, j'avais été soutenue par en fait la direction financière. Pas forcément le marketing des produits laitiers de l'époque. Ils sont plus là. Mais tu vois, ça fait des guerres internes, en fait. Parce que, j'ai déjà fait des trucs comme ça. Hein. Oui, mais là, en on dit, tu vas te mettre à dos machin, c'est lui qui est censé être responsable de ça. Oui, mais c'est pas grave, en fait, parce que, si tu veux, moi, c'est pour ça que cet exemple, il est important, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui m'a fait un wake-up call en me disant, tu te deviens médiocre. Tu deviens médiocre parce que tu n'es plus celle que tu étais et que tu passes à travers les fourches codines de tout le monde. C'est pas mon job. Mon job, il est justement d'inventer des choses un peu différentes et un peu joyeuses. Et là où je te dis, ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a deux choses. Soit je me fais virer parce que je passe à travers les fourches codines de tout le monde, je dérange tout le monde, je sais pas, et je me fais virer. Et c'est ton job? Soit je me fais virer parce que je dis des choses qui agacent. Dans les deux cas, je me fais virer. Je préfère me faire virer parce que j'ai dit des choses qui agacent, mais avec fougue et joie, que de me faire virer parce que je suis devenue de plus en plus ah oui, d'accord. Enfin, tu vois, pour un même résultat. Surtout que t'as bien fait avec ce titre. Je trouve que ça te rappelle, quoi. Ça te rappelle que ton objectif, c'est de faire bouger les lignes, quoi. Oui. Donc, tu fais ton travail. Et je fais mon travail et... Après, je rends vraiment hommage à celui qui a autorisé ça, quoi. Parce qu'il faut... Enfin, je veux dire, il y a quand même quelqu'un au plus haut niveau, le patron, qui a autorisé ça. Mais en même temps, de manière assez étonnante, parce qu'il ne m'a jamais tenu la main. Il me dit, je ne vous tiens pas la main. Parce que le jour où je suis plus là, et ça répond à une de tes questions, le jour où je retire la main, vous vous écroulez. Vous devez faire votre chemin toute seule. Ce qui fait que ça a l'air comme ça très marrant, mais c'est pas toujours marrant d'être tout seul. C'est-à-dire que quand tu es en fait, j'ai un pied dedans, un pied dehors. D'où l'intrapreneurship. Mais quand tu es en forme, un pied dedans, un pied dehors, c'est génial, ça circule. Tu ramènes ce qu'il y a de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur, tout ça circule. Mais quand t'es pas en forme, t'es juste nulle part. Tu vois, donc ça a été sans arrêt. Mais c'est pour ça que je suis fascinée sur le fait que tu réussisses encore à garder cette flamme. Parce que je connais l'énergie qu'il faut mettre pour convaincre autant de personnes. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il t'a permis d'exister grâce à cette position. Le fait d'être à son niveau, ça rend beaucoup de choses possibles quand même, je pense. Oui, est-ce que... il est parti depuis, hein, enfin... Oui, mais t'es encore directement rattaché. Je reporte à la numéro 2 maintenant, de Danone. Bon, c'est quand même numéro 2. Mais effectivement... mais qui est en plus extrêmement aidante et supportrice. Et c'est vrai. Mais moi, j'ai jamais joué cette corde-là, hein, déjà.
C'est super important, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu emporter par la conviction et la désirabilité et pas parce que j'avais un chef perché sur mon épaule. Parce que ça marche pas. Hein. Et puis ça ne m'excite pas. Je sais, mais c'est... Mais ça m'autorise. Voilà, je m'autorise des choses. C'est juste que l'entreprise n'aime pas trop tout ça. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est à ce point-là rafraîchissant de t'entendre, en fait, de se dire c'est possible. Par exemple, est-ce qu'on te demande à chaque fois de faire des super KPI? Est-ce que tu dois faire... T'en parler, les études de marché, il y a ce qu'on te dit, mais en fait, parfois, c'est une énorme perte de temps. Et il faut aussi s'écouter et y aller et essayer. Oui. mais j'ose dire là, non, j'utilise des fois une phrase de Bertrand Piccard qui a fait le Solar Impulse, l'avion solaire, qui nous dit lors des événements, parce qu'il intervient, et qui dit si dans un nouveau projet vous savez où vous allez, c'est que vous n'allez pas aller assez loin. Donc quand on me dit mais tu vas où, je dis mais j'en sais rien, c'est une bonne nouvelle. Non mais voilà, essayez de prendre les sujets avec humour. T'as donné aussi, alors il y a un truc que j'ai noté parce que j'ai trouvé ça pépite. Quand on te demande des conseils que tu donnes, là je me dis, il y a des RH qui doivent se retourner dans leur tombe, tu vois. Donc ne pas être un bon petit soldat, s'autoriser à contester. C'est important que le moteur de nos actions soit le plaisir et non la peur. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de puissance. Donc, mais c'est magnifique, je sais pas où tu as trouvé ça, mais oui. J'ai trouvé ça dans une de tes interviews. Mais je suis bien d'accord avec moi-même. Parce que tu vois, dans l'entreprise, on a besoin parfois d'avoir des petits soldats, entre guillemets. Ah oui, mais je réponds la même chose que tout à l'heure quand tu disais les directeurs d'innovation, on a besoin. Et puis moi, je te raconte des choses qui sont quand même petites, hein. Je veux dire, c'est pas la masse des innovations de Danone non plus. Et donc tu penses que tout le monde ne doit pas et ne devrait pas être un peu comme toi? Ah mais non. Mais non, mais même moi j'ai évidemment, alors je dis pas d'équipe, pas d'argent sur les programmes, j'ai une équipe maintenant. Évidemment, voilà, j'ai Isabelle, Estelle, Mathilde, Elisabeth, et puis sur Nold, j'ai Charlotte. Et elles sont très différentes de moi. Et heureusement, quoi. Si on est tous, non, il faut un ensemble. Il faut des créateurs, des créatifs, Moi, en fait. Je pense que par contre, la capacité que j'ai, si j'ai bien compris, parce qu'on m'a retourné ça, c'est cette capacité d'identifier quelque chose de très haut et de le descendre jusqu'à sa réalisation finale. Et c'est peut-être ça, ma force, et qui est parce que souvent, des fois, tu as des gens qui ont des grandes idées, puis tu as les exécutants. Moi, je vais jusqu'en bas, mais en étant accompagnée de toute cette diversité de personnes absolument nécessaire. C'est la vraie diversité qui est intéressante pour le coup. Toujours. Alors, tu sais, c'est ce proverbe africain qui est tout seul, on va plus vite, mais à nombreux, on va plus loin. Ouais. Et il n'y a jamais eu un moment où tu as eu envie de prendre un projet et de le faire jusqu'au bout, en fait Mais je l'ai fait jusqu'au bout. Regarde, Eve et Octave, c'est depuis 2010. Non, c'est vrai, par exemple. En fait, tu vois, j'ai l'impression de voir une entrepreneuse. Enfin, c'est vraiment une entrepreneuse, quoi. Mais parce que moi, j'ai eu le sentiment d'avoir plus d'impact en sortant, en fait, de l'entreprise. Oui. T'as jamais eu envie, justement, de te dire bon, ok, je sors, je le commercialise, on fait autre chose Si, bien sûr. Nold, par exemple, parce que c'est une pépite, Nold. On en est au début. Mais à terme, ça va être une plateforme. Enfin, il y a un site internet déjà, mais content community commerce, quoi. C'est-à-dire que mon objectif, il est vraiment d'aider les gens. Donc ça, c'est une nouvelle approche marketing aussi. C'est d'abord, je commence par l'audience, le consommateur, et après, je proposerai des produits et des services, et pas que de Danone, à nouveau. Ouais. Tu vois, avec Eve, Octave et Nold, en fait, moi, j'ai un pied dedans, un pied dehors, toujours. Donc, je ne suis pas que dedans. Mais oui, bien sûr, j'aurais pu. Même à l'interne, on me dit mais pourquoi effectivement tu montes pas tes propres boîtes? Mais parce que il faut un certain confort mental aussi pour avoir des idées. Tu vois, moi là, c'est génial. Je peux laisser libre cours à mes idées et bénéficier d'un tas de supports à l'intérieur de la boîte. Mais moi, je remercie cette Danone de m'autoriser à être toujours un électron libre, à penser différemment, à reconnaître une sorte de capacité de reconnaître l'alternatif, la vraie diversité, quoi, l'autre manière de penser. Et est-ce que y a un moment où on t'a un peu
un peu sonné une alarme en disant bon bah t'es mignonne, mais bon là tu pars dans tous les sens, ou tu reviens sur le business, ou en te demandant des comptes tout simplement sur ce que tu avais produit. Enfin, tu vois, un côté très performance. Ah, mais il y a des trucs que j'ai fermés, hein, bien sûr. J'avais monté, bien sûr, oh là là. J'avais monté, quand Danone a déménagé, là, boulevard Haussmann, il y avait 2 espaces pouvant être commercialisés. Donc, dans une, j'ai voulu faire un endroit où on pouvait manger, etc. Et puis finalement, je l'ai fait avec Alain Cogent, c'était le deuxième Cogent. Est-ce que c'est ton concept Cogent, c'est lui, j'ai trouvé, il en avait ouvert un rue de 16 et je me suis dit, mais c'est exactement ça que je voulais faire, donc je ne vais pas le faire, je vais plutôt m'associer avec lui. Donc voilà, donc le deuxième Cogent, c'est au boulevard Haussmann, là où on est. Okay. Et dans le deuxième endroit, je me suis dit, bon, la santé, c'est bien manger, bien bouger. Donc, Cogent, Danone, ça veut du bien manger. Et je vais faire du bien bouger. J'ai créé un club de gym de l'autre côté qui s'appelait « Et votre corps sourit » parce que tout est déposé. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une phrase. « Et votre corps sourit », c'est-à-dire... Et on a été les premiers à mettre du pilate, du yogalate, etc. Je ne suis jamais arrivée à rentabiliser ce lieu parce que c'est l'enfer de rentabiliser un club de gym. Enfin, tu vois, j'essaye des trucs... Mais moi, je trouve ça génial, en fait. C'est ça, justement, c'est... Mais c'est parce que on fait vivre une philosophie. Vous faites vivre en fait le why de l'entreprise. Et je trouve que c'est ce qui manque dans beaucoup de boîtes. Enfin, en tout cas, c'est ça qui est attirant déjà pour un talent, je trouve, parce que ça montre que l'entreprise, elle n'est pas fermée sur un marché, mais il y a un champ des possibles immense, quoi. Et ça montre aussi à quel point le why, il est très clair. De l'entreprise. Donc, toutes les boîtes qui cartonnent, elles font ça. Enfin, je veux dire, du Patagonia, comment elle s'appelle, cette boîte qui a travaillé sur un matériel, mais qui l'a fait avec la brosse à dents, la truc de guitare. Enfin, tu vois, moi, je trouve ça génial, en fait, de réussir à tester de nouvelles choses. Et encore plus génial à ce que tu réussisses à les vendre en interne. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi compliqué de vendre des projets à long terme, un peu flou, dans un monde où on est... je pense que vous êtes comme toutes les boîtes actuellement en réduction des coûts. Enfin, au secours, il y a eu la crise, machin. Enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça en vrai dans les entreprises. Mais donc, tu vois, de réussir à faire vivre ça, je trouve ça très chouette. Et je pense que c'est plus... Derrière ton sourire, c'est plus dur que ce que ça n'en paraît. Oui, mais c'est pour ça que j'ai la chance de travailler avec des gens que j'aime beaucoup aussi. Donc, ça me porte. D'être sur des projets qui m'importent. Et par exemple... c'est vraiment, à nouveau, c'est que de la joie, quoi. Nold, avec Charlotte, on se marre tout le temps. Et Ève, Octave, on a l'impression qu'on fait un bien fou aux gens, donc toute l'équipe. Et est-ce qu'à un moment donné, t'as pas... parce que effectivement, je vois la puissance de Nold, je vois très bien ce que tu peux en faire, ça va être fou. Et comment tu fais pour avoir de la bande passante pour toutes les autres choses? Et est-ce que t'as pas parfois aussi des salariés qui viennent te voir en disant au secours, j'en peux plus, j'ai des idées, je voudrais que tu m'aides ou Si, bien sûr. Comment tu gères... C'est une partie importante aussi. Tu vois, comment tu gères la priorisation en fait, de toutes ces idées géniales qui ont un potentiel de dingue? Parce que tu sais, parce que je te disais, j'aurais trop envie de les développer en dehors. Et comment tu gères, à mon avis, cette envie que tu dois susciter en interne et ces idées qui doivent naître de tout ça? C'est vrai que c'est des fois quand même très 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 fatigant. Hein. J'ai une grande énergie liée justement à la congruence. Quand tu es, tu sais, c'est le fameux ikigai, quoi. Quand tu es aligné avec qui tu es et que ça a en plus un impact sur l'extérieur, tu es nourri par ça. Donc, mais la gestion de l'énergie, elle est importante. Donc, je fais aussi attention à mesurer quand mon effort est supérieur à mon effet. Je suis obligée. C'est marrant parce que j'avais une discussion justement ce matin avec ma chef qui me disait il y a quand même des moments où on aurait peut-être besoin de ton avis et où tu te mets en retrait. Et je dis mais oui, parce que je sens que je vais dépenser une telle énergie pour arriver à donner mon point de vue sur ce truc où tout le monde a des idées extrêmement tranchées, que moi je jette l'éponge, je peux pas. Et à un moment, je peux pas, quoi. Je peux pas tout porter, effectivement. Donc c'est difficile. J'ai eu vachement de mal. Ça a été un gros raisonnement. Et puis ça, c'est des choses même qui s'apprennent. C'est pas à toi que je vais le dire. En formation, c'est savoir dire non, quoi.
Moi, tout m'enthousiasme. Donc, j'ai un enthousiasme débridé. Dès qu'on me pose un challenge, je me dis, ah, génial, je vais y réfléchir. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir une dissociation des fois entre la tête et le corps, quoi. Il y a le corps qui dit, je n'en peux plus. La tête lui dit, arrête, on s'en fout, c'est trop marrant, on continue. Et le corps dit, tu sais qui c'est qui... C'est la tête de Nold. Mais tu sais, le corps, il dit, tu sais qui gagne à la fin? Je dis, ah, ok. Mais... c'est aussi probablement... Enfin, là, c'est ce que j'apprends en ce moment. C'est quand même... et ça, c'est Tal Ben-Shahar qui le dit beaucoup, donc je le dis en anglais, mais il dit, qui est le professeur de bonheur d'Harvard, stress is not the issue, lack of recovery is the issue. Donc, il faut faire attention à avoir des zones de ressourcement, quoi, à faire attention. Alors moi, par exemple, ça va te paraître bizarre, parce que du coup, je m'en rajoute encore un, mais je prends des cours de grec moderne. Ah oui. Voilà. Oui, donc, c'est vrai que c'est reposant. Donc, oui, c'est ça. C'est surtout que des fois, je me dis, je suis là avec mes cahiers, je dis, non, mais je rêve, qu'est-ce que je m'impose ça? Je pensais que t'allais me sortir un truc de yoga sur l'eau, ou je sais pas. Ou... Mais oui, mais apprendre des nouvelles choses, c'est stimulant, tu vois. Moi, mon ressourcement, c'est de continuer à apprendre. La Grèce, ça me fait rêver. Enfin, tu vois, c'est ces espèces de jardins secrets, de trucs où tu t'évades, où tu penses à... Et voilà, donc, essayer de se trouver... Ne pas hésiter à se faire une micro-sieste. Tu vois, essayer de se trouver des moments... Est-ce que tu as d'autres astuces, entre guillemets, parce que tu es quand même à la base une planeuse stratégique, donc... tu es programmée pour observer le monde. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Comment tu t'enrichis? Parce que bon, aujourd'hui, c'est l'infobésité. Donc, comment toi, tu fais tes analyses? Tu vois, comment on pourrait s'inspirer de ça, nous aussi, pour apporter de la nouveauté, de l'innovation dans nos organisations? Écoute, là où tu as raison, en tout cas, de poser les choses comme ça, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde a la capacité... d'innovation pour peu que tout le monde s'autorise à faire confiance à son intuition un peu plus. Et l'école t'apprend à raisonner, t'apprend pas à penser. Une espèce de pensée libre. Après, dans les écoles de commerce, etc., on t'apprend à être efficace. Or, on en parlait au début, la sérendipité, c'est pas forcément de l'efficacité. C'est, je vais à un endroit, je sais même pas pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je vais y faire, mais je vais choper un truc, peut-être, que je vais emmagasiner, qui va pas m'être utile tout de suite, mais à un moment donné, pof, ça va se connecter. Ou alors, au contraire, je suis dans un endroit improbable, et hop, ça me donne une lumière sur ce que... Donc, ça veut dire développer son intuition, laisser aussi le j'aime pas, avoir cette capacité à se rendre compte quand on n'est pas bien, donc écouter ses émotions. Si on a du mal à se lever le matin, si on n'a pas envie d'aller bosser, il faut se dire, est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est juste pour moi? Parce que si c'est pas juste pour moi, c'est peut-être même pas juste pour mon entreprise et peut-être pas juste pour mes consommateurs, mes clients ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment salvateur de laisser aller ses émotions, dire là je vais pas bien, je vais dans le mur, je me pose, je réfléchis pourquoi je vais dans le mur, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je pourrais changer pour retrouver cette flamme et ce plaisir. Moi je sais aussi que par exemple il y a des gens qui me sont toxiques. Je veux dire, moi je j'ai plus envie de bosser avec des gens qui sont ennuyeux, qui ont des billards à 15 bandes dans leur tête et tout. Moi, voilà. Mais je trouve vraiment intéressant de noter que c'est un peu en sortant de la quête de l'ultra-performance, en fait, qu'on devient performant, qu'on crée la richesse, entre guillemets. Parce que moi, je trouve que c'est avilissant aujourd'hui ce qu'il y a dans les organisations à ce sujet, en fait. Tu vois, c'est que l'efficacité, que la performance. Et en fait, bon, on se masque. Hein, au final, on va faire 40 000 réunions qui servent à rien. Donc j'aime bien cette idée d'aller en 2025, les gars. Est-ce qu'on peut pas essayer d'accepter de se laisser porter et de découvrir des choses qui sont pas sans intérêt derrière, tu vois, en disant juste pour la curiosité. Donc ça me plaît, voilà, tu vois, tu nous as donné une petite idée. Oui, non, c'est la clé. Hein. S'autoriser à écouter son intuition, dire j'aime pas et comprendre pourquoi on dit j'aime ou j'aime pas, et cultiver une incessante curiosité.
Mais une curiosité partout. Pourquoi un film marche très très bien, même si c'est une bouse, bah tu dis je vais quand même aller le voir pour comprendre pourquoi ça marche, tu vois. Tu essayes à chaque fois d'en tirer. Et j'écoute beaucoup la radio le matin. Bah, tous les matins, je chope un truc pour écrire une newsletter, par exemple, ou euh, pour nourrir mon cerveau, quoi. J'ai cette espèce d'éponge avec antenne. Je chope tout ce qui passe. Et après, je presse l'éponge pour en faire quelque chose. Et puis aussi, il y a vraiment un autre point qui te caractérise, mais ça se voit, c'est, j'avais mis dans mes petites notes la papesse de l'authenticité. C'est Oui. que, en plus, tu racontais dans une de tes interviews, tu es vraiment capable d'aller voir quelqu'un en disant, je t'ai pas senti authentique. Oui. Ah oui. Non, mais tu vois, ce franc-parler, c'est rare, quoi. Dans des entreprises, on a tendance à mettre des masques. Mais parce qu'on a tendance aussi à nous demander de pas trop, de cacher un peu nos émotions, Oui, d'être un peu comme tout le monde. Enfin, je pense que ça change, hein, mais voilà, je voulais t'interroger un peu sur ce lien que tu as à l'authenticité, à la singularité. Mais c'est ce que tu retrouves d'ailleurs dans les motos de Ève et d'Octave. Hein. Oser être soi me paraît être clé. Plus tu es aligné avec qui tu es, plus tu es bien dans ta peau et plus du coup tu es performant pour ton entreprise. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Donc il faut pas hésiter à dire les choses et après il faut savoir les dire. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'intelligence des situations. C'est-à-dire que moi par exemple avec Franck, des fois il avait des comportements un peu désagréables. Jamais je me suis permis de lui dire dans une réunion, bah, vous ne me parlez pas comme ça quand même. En revanche, je partais ensuite le voir directement. Jamais j'ai reproché quoi que ce soit. C'est toujours sous le ton de l'humour, mais je disais ce que j'avais à dire. Et du coup, ça ne m'engendrerait pas des frustrations chez moi, quoi, parce que j'ai toujours... Mais après, il faut savoir comment le dire. Oui, c'est oser être soi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est ton why, en fait, d'aider les gens à savoir qui ils sont et à s'assumer et à cultiver cette singularité. Oui, et c'est très égoïste, c'est parce que j'aime pas être avec des gens qui sont pas bien. En fait, ça me met mal. Non, mais en fait, tu vois, tout ce que tu as fait comme programme, c'est ça, quoi. C'est pour les aider à mieux manger, à mieux vivre leur âge, à mieux vivre leur genre. C'est tellement généreux de ta part. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, à chaque fois, ça parle... et c'est pour ça que c'est congruent à nouveau. C'est parce que c'est ce que je te disais. Ça parle aussi de moi, ça parle du monde, ça parle de ma boîte et ça parle de moi. Donc c'est un triptyque gagnant. Ouais, mais c'est bon. Voilà, moi je trouve ça fascinant en tout cas, ce poste et ce rôle que tu as. Est-ce que tu pourrais me partager le pire conseil qu'on t'ait donné et le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Si t'en as qui te viennent, hein, ne t'inquiète pas. Ah, le pire conseil, non, je sais pas. Oui, enfin, le pire conseil que j'ai utilisé pendant longtemps, c'est t'es vraiment nul en maths, en organisation, en tout ça. Faut vraiment que tu t'accroches et que tu remontes ça. Et donc pendant longtemps, j'ai essayé d'être structurée, organisée, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, je découvre que... Et c'est plutôt dans le monde anglo-saxon. C'est qu'il faut mieux capitaliser sur ses atouts et laisser tomber ses faiblesses. Et ça a été le début, moi, où pour le coup, j'ai commencé à performer. Et c'est génial parce qu'à nouveau, quand tu reconnais ton incomplétude, tu autorises les gens autour de toi à chacun avoir son rôle, sa place, être honnête, en fait, et à grandir. Ouais. Et c'est vrai que là, sur les programmes, par exemple, j'arrête pas de dire à mon équipe, c'est chouette ce qu'on fait, mais peut-être qu'on est en haut de la montagne et qu'on l'a pas réalisé. Alors s'il vous plaît, challengez, dites que c'est pas bien, dites qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Qu'est-ce que vous avez envie de faire encore plus loin, quoi. Donc voilà, donc le pire conseil, ce serait de remonter ses défauts. Alors qu'il faut capitaliser à mort sur ses faiblesses. Le meilleur conseil, ben c'est l'inverse, justement. Enfin, moi, je crois que le meilleur conseil, c'est d'essayer vraiment d'identifier ce qui vous donne envie de vous lever le matin et de ne pas hésiter, comme je racontais la jeunesse de Ève. On vous confie un truc qui vous casse vraiment les pieds ou vous le sentez pas trop, mais autorisez-vous à le tordre.
et à en faire quelque chose qui n'était pas ce qui était imaginé au départ, mais dans lequel vous vous retrouvez, quoi. Et c'est quoi ta plus grande folie professionnelle? Nold, hein, c'est complètement dingo. J'avoue que Nold, c'est vraiment une pépite. C'est lutter contre l'âge, donner un nouveau regard, identifier. Enfin, je veux dire, je veux que ça rentre dans le dictionnaire, quoi. Il y aura les jeunes, les Nold et les vieux, si c'est pas de la folie, de l'ambition. Et tu sais, je me disais, je sais pas si c'est moi qui deviens justement qui vieillis. Donc je vois de plus en plus de témoignages dans ce sens-là, mais parce que quand tu me dis il y a un phénomène, il y a un truc, mais moi, je vois des posts presque tous les jours sur des gens qui disent j'ai 45 ans, on me catégorise de vieux, c'est pas possible. Quoi. Non, mais je crois que on est tombé à un moment clé pour être entendu, parce que l'âge, en fait, c'est la dernière discrimination assumée. Tu te permettras plus de dire je recrute pas cette personne parce que c'est une femme, parce qu'il a telle religion, parce qu'il a telle orientation sexuelle. Tu pourras jamais dire un truc pareil. En revanche, dire non, mais il est trop vieux pour ce job, tu peux toujours le dire. Donc ça, c'est la dernière bataille. Ouais, mais alors ce qui est intéressant, c'est que ça met l'accent sur du savoir-être, en fait, sur des soft skills. Parce que généralement, ce qu'on va pouvoir dire, c'est oui, non, peut-être qu'il a pas la maîtrise de la technologie, du machin, alors qu'en fait, on s'en fout, tout s'apprend si j'ai l'état d'esprit. Mais oui, exact. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu valorises les soft skills avec ça, ce qui est le plus important. Et mes 2 dernières questions. Donc, si tu avais une phrase de vie, une citation, quelque chose qu'on allait afficher dans ton bureau derrière en énorme, qu'est-ce que ça dirait ? Non, ça c'est une blague, après je dirai la vraie, mais c'est celle qui à t'écouter, je me dis à force de rentrer dans le moule, on finit par devenir tarte. Bon, elle est pas de moi, mais elle est drôle. Elle est pas mal. Et celle-là n'est pas, parce que c'est toujours bien de prendre les citations des autres, c'est pas la peine de redire mieux, mais c'est bon, je paraphrase et on l'utilise souvent, ce pauvre Gramsci qui devrait se retourner dans sa tombe, que ce soit quelqu'un d'entreprise qui dit ça, mais ça me parle énormément, cette phrase qui dit en gros pessimiste par raison, évidemment quand tu vois les choses, optimiste par volonté. Et ça, c'est un moteur. Pour le coup, c'est de dire, tu vois, c'est mon énergie, je la tire par ma volonté, mon envie de me foutre de la joie sans arrêt, ça, c'est bien reconnaître que le monde est loin d'être joyeux et qu'il en a besoin. Donc voilà. C'est la compétence à travailler, là, je dis, en 2025. Là, oui. Ça y est, on vous donne des bonnes idées là quand même pour prendre l'année et partir de bon pied. Exactement. Et la dernière question, c'est qui je devrais inviter dans ce podcast ? Donc une personne que tu admires, que tu connais, qui est vivante, que je peux inviter. D'accord. Et quelle question je devrais lui poser ? Ah, eh ben merci de m'avoir laissé préparer cette question. Je suis pas sympa parce que je t'ai pas, j'ai pas très préparé. Je t'ai pas dit avant. Écoute, moi, une femme que j'admire énormément, qui s'appelle Elisabeth Laville et qui a créé une entreprise qui s'appelle Utopie. D'accord. Sur la première entreprise à l'époque, quand elle m'en a parlé, c'était une old époque. Elle l'a fondée en 93. Et c'était la première entreprise sur le développement durable. La première société à aider les entreprises. Bon, sur le moment, je ne comprenais même pas ce que ça veut dire développement durable. Ouais. Je ne sais même pas de quoi elle parlait. Donc, c'est quelqu'un qui a une capacité à saisir l'air du temps, à être dans la transformation, pour le coup, une énergie. Mais je n'ai jamais vu de ma vie une personne avec une telle énergie, une capacité à embrasser le monde, à vouloir le transformer, à être sur tous les coups. Donc, il faut absolument que tu l'apprennes et que tu lui demandes justement comment faire en sorte pour que les entreprises soient le plus contributives possible, parce que c'est quand même là le dernier moment où on doit faire des changements pour éviter d'aller dans le mur, quoi. Très bien, écoute, un grand merci Anne pour tout ton partage, ta joie, ton énergie, toutes tes bonnes idées, parce que ça donne envie, tu vois, d'essayer encore, de continuer à faire bouger les lignes, qu'on soit dehors ou à l'intérieur d'une entreprise. Merci à toi de faire, parce que c'est un très joyeux, décidément, un très joyeux podcast. Je trouve que les questions, c'était intéressant de cheminer avec toi et de réfléchir à tout ça. Je choisis bien mes invités aussi, tu vois. Très bien. Alors merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Et surtout, on invite tout le monde à suivre Nold et toutes tes super idées à venir. Et voilà, à bientôt, j'espère. Bienvenue. Au revoir. Ciao.
Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.